Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois la partie 2 de ce chapitre entamé lors de la précédente vidéo, chapitre intitulé Proportion évolution. Cette fois-ci donc nous allons traiter la partie évolution justement que j'avais laissé de côté la première fois. Donc 3 pages dans ce chapitre sur cette partie-là. On va commencer avec le tout début et des formules qui sont très très utiles, qu'on va beaucoup utiliser ensuite dans les exercices. Alors d'abord dans ce chapitre, on va parler d'évolution, donc de valeurs. Alors ça peut être des prix, ça peut être un tas d'autres choses qui évoluent, qui passent donc d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Donc c'est ce qu'explique la première phrase de définition. Les valeurs de départ, je les ai notées VD, D pour départ, et donc VA pour valeur d'arrivée. Et donc on a deux types de variations, déjà, deux termes de vocabulaire, deux expressions. On aura la variation absolue d'une valeur et sa variation relative ou taux d'évolution. Alors la variation absolue, pour commencer, c'est simplement la soustraction, la différence entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Bon, tout simplement, d'accord? On calcule l'écart finalement entre les deux valeurs. Et ensuite, on aura la variation relative ou taux d'évolution qui, elle, répond à une formule un petit peu plus sophistiquée, on va dire, c'est-à-dire VA moins VD, c'est-à-dire la variation absolue, pardon, le tout divisé par la valeur de départ. Voilà. Je crois que cette formule-là s'étudie en SES, peut-être l'avez-vous déjà rencontrée. En remarque, je précise que ces variations sont positives lorsqu'il s'agit d'une augmentation et négatives lorsqu'il s'agit d'une diminution. D'accord? Logique, par exemple, pour la variation absolue, que l'on retrouve d'ailleurs après dans la variation relative, hein, c'est le numérateur, le VA moins VD. Si on a une diminution, forcément la valeur d'arrivée va être plus petite que la valeur de départ. Et donc en soustrayant la valeur d'arrivée et la valeur de départ, on aura forcément quelque chose de négatif à l'arrivée. D'accord? Donc, pour illustrer cette définition, je donne tout de suite un exemple. Exemple qui parle donc de l'évolution du nombre d'utilisateurs de l'application TikTok lors des 6 premiers mois de l'année 2018. Donc, cette application a vu passer son nombre d'utilisateurs de 40 millions à 150 millions en 6 mois en 2018. D'accord? Donc, très logiquement, du coup, on voit, alors je vais peut-être utiliser le surligneur avec une couleur, oui, bah, verte, c'est très bien. Donc, euh, la variation absolue, du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je la refais. Oups. Donc, la variation absolue, c'est simplement la soustraction entre la valeur de départ, du coup, pardon, la valeur d'arrivée qui est les 150 millions et la valeur de départ qui est 40 millions. Donc 150 moins 40, ça fait 110. Donc ça donne une variation absolue de 110 millions d'utilisateurs, une augmentation de 110 millions d'utilisateurs, du coup, puisque le résultat est positif. Ensuite, le taux de variation, ou la variation donc relative, c'est le même résultat, donc le 150 moins 40, la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, donc c'est le taux de variation, hein, divisé donc par 40, c'est-à-dire la valeur de départ. Ça nous donne 2,75. Alors ça s'interprète en multipliant par 100, ça nous donne un pourcentage d'évolution. Et donc du coup, j'ai rajouté comme petite phrase, comme interprétation, que le nombre d'utilisateurs de TikTok a augmenté de 275%. Alors notez que si, lorsque nous avons vu les proportions, les pourcentages ne peuvent pas excéder les 100%, lorsqu'il s'agit d'une évolution, ils peuvent largement dépasser les 100%. D'accord? Donc ici, 275% d'augmentation. Voilà. On passe ensuite à une définition qui est très très importante. C'est la définition de coefficient multiplicateur. Alors, lorsqu'une quantité évolue, qu'elle passe d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA, eh bien, on peut toujours trouver un rapport de proportionnalité, entre guillemets, entre les deux valeurs.
il existe un coefficient qui, lorsqu'on le multiplie à la valeur de départ, eh bien, on obtient la valeur d'arrivée. Donc vous avez la petite formule qui est là. Alors le coefficient multiplicateur se note Cm dans la grande majorité des cas. Cm pour coefficient multiplicateur. Et du coup, ce Cm, il est donné par le rapport VA divisé par VD. Valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. J'ai fait un petit schéma pour illustrer ça. On a la valeur de départ, hein, qui est la valeur VD. Ah mince, pardon. Je repasse. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, je zoome. Et donc je voulais écrire ici VD pour valeur de départ. On multiplie par CM et on obtient la valeur d'arrivée. D'accord? Voilà. Alors, bon, voilà, ça c'est une première définition. On va passer à la page suivante. Je ne sais pas où elle est. Elle est ici. Je vais remonter. Hop. Je vais zoomer. Donc, la page suivante, on part sur un exemple. J'ai pris l'exemple du prix de l'abonnement Netflix qui a augmenté l'année dernière. Alors je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2020. Il est passé de 9,99 € à 11,99 €. Au passage, on aurait pu aussi calculer les variations, alors soit absolues, soit relatives, en soustrayant donc les deux valeurs. Donc la variation absolue, ce serait 11,99 € moins 9,99 €, donc ça donnerait 2 €. 2 € d'augmentation. Et on aurait aussi pu calculer la variation relative, mais là du coup, le taux d'évolution du coup, mais du coup, bon, ça donnerait un calcul que je ne vais pas faire ici, ça serait une petite perte de temps. Donc le coefficient multiplicateur, c'est, on a dit, valeur d'arrivée divisée par valeur de départ. Donc 11,99 € divisé par 9,99 €. C'est-à-dire que le prix de l'abonnement Netflix a été multiplié par 1,2002. D'accord? C'est le résultat exact. Ok? Donc voilà. Alors évidemment, lorsque le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, ça signifie forcément que l'évolution est une augmentation, une hausse. Alors que s'il est plus petit que 1, eh bien ce sera une baisse. D'accord? Là par exemple, c'est une hausse pour l'abonnement Netflix, là, le prix de l'abonnement Netflix. Et du coup, le coefficient multiplicateur, il est supérieur à 1. C'est normal parce que du coup, la valeur de départ la valeur d'arrivée, pardon, étant supérieure à la valeur de départ, vous divisez un nombre plus grand par un nombre plus petit, et du coup, eh bien, ça donne quelque chose d'inférieur à 1. Oui, je reprends, pardon, j'ai eu quelqu'un qui a sonné. Alors, je disais donc que lorsque le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, c'est que l'évolution, c'est une augmentation, et lorsqu'il est plus petit que 1, c'est une baisse. On passe à la propriété suivante qui va faire le lien avec la variation relative. Et ça, c'est une des propriétés les plus importantes. On peut calculer le coefficient multiplicateur d'une évolution ou retrouver le taux de variation lorsqu'on connaît l'un ou qu'on connaît l'autre. C'est-à-dire si on connaît le coefficient multiplicateur, on peut déterminer le taux de variation. Et si on connaît le taux de variation, eh bien on peut calculer le coefficient multiplicateur. Ça sera souvent très utile de faire des allers-retours entre l'un et l'autre dans les exercices. Alors, ce que dit la propriété, eh bien, c'est que lorsqu'on connaît le taux de variation qu'il est noté T et que le coefficient multiplicateur, donc c'est Cm, eh bien, le rapport entre les deux, c'est cette formule qui est extrêmement importante, hein, que je vous demanderai de connaître par cœur. Il s'agit de Cm égale 1 plus T sur 100. Notez hein, que le T pouvant être négatif, ça pourra donner quelque chose qui au départ donc dans la formule est une addition, mais qui après dans les faits est une soustraction. On va le voir dans les exemples. Donc dans les exemples, par exemple, si une paire de baskets a augmenté de 25%, eh bien le coefficient multiplicateur qui correspond à cette augmentation, ça va être 1 plus 25 sur 100. Donc ça fait 1,25. Si, donc là, le deuxième exemple, c'est pour une baisse. À la sortie d'un nouveau modèle, un smartphone a vu son prix baisser de 15%. Le coefficient multiplicateur correspondant est 1 moins 15 sur 100. Alors pourquoi 1 moins 15 sur 100 alors que le pourcentage c'est juste 15? Eh bien ça vient du fait que le taux de variation lorsque on parle d'une baisse de 15%, c'est moins
mince, c'est encore la même bêtise, c'est moins 0,15. C'est moins 15 sur 100 du coup. Mince, je vais recommencer. Voilà. Et donc en fait, euh, ça revient à faire 1 plus moins 15 sur 100. Et c'est pour ça que ça donne un moins, en fait. Voilà. Ok, donc dans ce cas-là, j'ai pas mis le résultat, ça donnerait, je vais le rajouter, ça donne 0,85. Et on retrouve ce que j'ai dit dans la remarque un peu au-dessus. Le coefficient multiplicateur ici est supérieur à 1 parce qu'on a une augmentation, et ici, il est inférieur à 1 parce qu'on a une baisse. Voilà. Alors, une propriété qui est extrêmement importante, cette propriété-là dit que quand on a plusieurs évolutions successives, chacune a son propre coefficient multiplicateur, hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Chaque évolution, il y a un taux de variation et il y a un coefficient multiplicateur. Là, je m'intéresse au coefficient multiplicateur. Donc, je parle de n évolutions, donc c'est un cas général. Donc du coup, si j'ai n évolutions, je vais avoir n coefficients multiplicateurs que j'ai numérotés CM1, CM2, CM3, etc. Hein, c'est ce que veut dire les points de suspension, jusqu'à CMN. Et du coup, on obtient donc une propriété qui explique que il y a eu donc une évolution globale entre la première et la toute dernière valeur. Eh bien, cette évolution globale, on peut en obtenir le coefficient multiplicateur en multipliant, et c'était très important aussi de connaître cette formule-là, en multipliant les coefficients multiplicateurs des diverses évolutions successives qui se sont produites. Donc on en avait n, on les multiplie tous, les coefficients multiplicateurs, et ça nous donnera le coefficient multiplicateur, je vais mettre en rouge, le coefficient multiplicateur de l'évolution globale. Voilà. On a une dernière page. Où est-elle? Voilà, elle est là. Alors, j'ai pas fait, je regrette de ne pas l'avoir fait. Du coup, je vais peut-être le faire là tout de suite. Un petit diagramme pour vous expliquer en gros ce que signifie cette propriété. Donc, je vais revenir à la couleur noire. Comprenez bien qu'on a une valeur V1. C'est la valeur de départ. Je l'appelais VD d'ailleurs. Je ne vais pas l'appeler V1. Je vais l'appeler VD. Et puis, on a une valeur suivante, d'accord? Puis encore une nouvelle valeur, puis encore une nouvelle valeur, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur finale, la valeur d'arrivée. Pour passer de là à là, on a eu donc une évolution, bon, on ne sait pas, hein, ça peut être une augmentation, une baisse. En tout cas, il y a un coefficient multiplicateur qui permet de passer de cette valeur à cette valeur, de celle-ci à celle-là, de VD à la première valeur, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, peu importe. Puis après, j'ai un deuxième coefficient multiplicateur pour passer à la valeur intermédiaire suivante. Une évolution de plus, une baisse, une hausse, peu importe. En tout cas, il y a un coefficient multiplicateur, CM2, puis CM3 pour passer à la valeur d'après, euh, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière évolution, entre l'avant-dernière valeur que je n'ai pas inscrit ici et la valeur d'arrivée. C'est la dernière évolution qui répond à un coefficient multiplicateur que j'ai appelé CMN dans ma propriété. Et bien pour passer de la valeur de départ ici à la valeur d'arrivée ici, il y a eu une évolution globale. Peut-être une hausse, peut-être une baisse. Mais dans tous les cas, eh bien, on a un coefficient multiplicateur que j'ai noté CMG pour global. Et ce coefficient multiplicateur s'obtient en multipliant tous les coefficients multiplicateurs de toutes les évolutions successives qu'il y a eu entre la toute première valeur et la dernière valeur. Donc j'espère que c'est clair. Et du coup, bon, on ne fera jamais ça pour des centaines d'évolutions, hein, quoique en théorie on pourrait le faire. Mais du coup, si j'ai deux, si j'ai trois évolutions, eh bien, je peux appliquer cette formule-là pour connaître le coefficient multiplicateur global. Et en sachant qu'on a bien dit avec la propriété précédente que si je connais le coefficient multiplicateur d'une évolution, y compris celui de l'évolution globale dans ce que je viens d'expliquer, eh bien, je pourrais déterminer
le taux d'évolution, le taux de variation, la variation relative de cette évolution globale. On verra ça ensuite. Donc je vais retrouver la page, elle est un petit peu plus bas. Hop, on va la rapprocher. Et je vais zoomer. Donc là, justement, je prends un exemple. Donc dans cet exemple, j'ai pris l'évolution, bon c'est fictif, hein, j'ai inventé, du baril de pétrole lors des 3 premiers mois de l'année 2019. Et j'explique que successivement, celui-ci a augmenté de 10% d'abord, d'accord, c'est écrit ici, augmenté de 10%, puis baissé de 5%, et enfin augmenté de 25%. Donc ça fait 3 évolutions successives. Donc en dessous, j'ai traité à part les 3 évolutions successives et donné les 3 coefficients multiplicateurs de ces 3 évolutions successives. Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai commis une petite erreur de frappe, mais je vais la corriger. Et je la corrigerai dans le document du cours aussi, que je vous diffuserai. Alors, du coup, ici, on a la première hausse, donc c'est une hausse de 10%. Hein, une hausse de 10%, donc ça donne un coefficient multiplicateur CM1 qui est égal à 1 plus 10 sur 100, plus parce qu'il s'agit d'une augmentation. Ça donne 1,1. Bon, ça c'est le premier coefficient multiplicateur de la première évolution. Ensuite, on a une baisse de 5%, donc ça nous donne un deuxième coefficient multiplicateur, CM2, qui est égal, alors parce que c'est une baisse, à 1 moins 5 sur 100, et donc ça donne 0,95. Puisque c'est une baisse, il est plus petit que 1, alors que l'autre qui était une hausse, c'était supérieur à 1. Et enfin, on termine avec une augmentation de nouveau, une hausse de 25%. Et bien cette hausse de 25%, et c'est là que j'ai commis une erreur, j'ai remis CM1 alors que c'est CM, je vais corriger 3. Voilà. Et bien CM3, c'est 1 plus 25 sur 100, donc ça fait 1,25. Et donc on prend ces trois coefficients multiplicateurs correspondant aux 3 évolutions successives et on les multiplie pour avoir le coefficient multiplicateur global de l'évolution globale. On obtient 1,30625 et ce résultat-là, eh bien d'abord il est plus grand que 1, donc ça signifie qu'on a une augmentation globalement. On pouvait s'en douter, hein, si on a augmenté de 10%, baisser de seulement 5% pour réaugmenter de 25% derrière, on se doutait que globalement c'est plutôt une hausse qui se produit qu'une baisse. Donc là on obtient un coefficient multiplicateur supérieur à 1, donc qui correspond globalement à une hausse. Et donc eh bien, ce coefficient multiplicateur nous amène à une augmentation, une hausse de 30,625%. Alors pourquoi 30,625%? Parce que ce 1,30625 eh bien, est interprété comme un 1 plus t sur 100. Et quand vous regardez, bah, 1 plus quelque chose, là c'est facile à exprimer, c'est 1 plus 0,30625. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous savez que c'est du t sur 100, donc pour avoir le t tout court, c'est-à-dire le pourcentage, il suffit de multiplier par 100. Donc ça fait 30,625. Donc voilà, donc là je crois que la luminosité de l'écran a dû baisser un peu, ça va se voir dans la vidéo, c'est parce que mon ordinateur commence à manquer de batterie, je vais essayer de me dépêcher de finir. Et donc voilà, donc une augmentation de 30,625%. Je termine avec une propriété qui est importante aussi. Euh, donc cette propriété dit que lorsqu'on a une évolution, on a une variation donc, de la valeur, hein, la valeur va changer, on va passer d'une valeur de départ à une valeur d'arrivée. Et on peut se poser la question de comment fait-on, quelle évolution doit-on appliquer pour revenir à la valeur de départ. Donc le piège consiste à penser qu'il faut appliquer le même pourcentage que celui qu'on a appliqué au départ, c'est-à-dire si par exemple on augmente le prix d'une paire de baskets de 10%, ce serait une erreur de penser qu'il faut diminuer de 10% pour revenir à la valeur de départ. Parce que c'est 10% par rapport à la valeur en question. Or, si vous faites 10% sur la valeur de départ ou 10% sur la valeur d'arrivée, il ne s'agit pas de la même chose. Donc, pour avoir l'évolution réciproque, hein, et pour avoir notamment le coefficient multiplicateur
de l'évolution réciproque, eh bien, ça répond à une formule toute bête qui est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cm, c'est le coefficient multiplicateur de l'évolution première. Donc, on est passé de, je sais pas, moi, par exemple, pour l'histoire de la paire de baskets, du prix de départ au prix d'arrivée, on a un coefficient multiplicateur. Et pour passer du prix d'arrivée et revenir au prix de départ, il va falloir appliquer une évolution dont le coefficient multiplicateur, donc qui est le CM réciproque, est obtenu en faisant 1 sur le coefficient multiplicateur de la première évolution. Voilà. Et on vient de voir encore une fois que si on connaît le coefficient multiplicateur, pardon, eh bien on peut obtenir le taux d'évolution, le pourcentage d'évolution. Avec l'exemple, on comprendra peut-être un peu mieux. Donc il y a eu une augmentation du prix de l'électricité de 15%. Et puis il y a eu une grogne des usagers qui a fait reculer l'État, qui décide de faire un geste afin de ramener le prix de l'électricité à son prix de départ. Donc le coefficient multiplicateur de la hausse de départ, c'est 15%, et bien c'est 1 plus 15 sur 100, donc ça fait 1,15. Et pour savoir de combien, enfin, de quelle est l'évolution réciproque, on calcule d'abord le coefficient multiplicateur de cette évolution réciproque, et la formule dit que c'est 1 divisé par ce coefficient multiplicateur, donc c'est 1 divisé par 1,15. Ça donne environ 0,87. Et alors 0,87, du coup, mince, encore une fois la même erreur, 0,87, il faut comprendre que c'est à exprimer comme étant 1 plus quelque chose, ou 1 moins quelque chose du coup. Alors pour arriver à 1, en fait, on se rend compte qu'il faut faire 1 moins 13 sur 100. D'accord? Et du coup, il s'agit d'une baisse de 13%. C'est ce que je dis dans ma phrase. Il suffit de calculer combien il manque pour arriver à 1 ici, à 0,87. On se rend assez vite compte qu'il manque 0,13. Et ce 0,13, on le multiplie par 100 pour avoir les 13%. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on retravaillera dans les exercices. C'est la fin de la vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. Je vais corriger les erreurs de frappe du document et vous le diffuser via le NT. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement les corrections des exercices. Allez, au revoir.